Le destin de l'Afrique pour les siècles à venir. Son objectif, à l'heure où la fièvre civilisatrice bat son plein, se mettre d'accord entre occidentaux sur des règles d'occupation du continent. Les discussions vont durer plusieurs mois. Aucun Africain n'y sera convié. Les diplomates qui ne connaissent pas l'Afrique et n'y mettront jamais les pieds, y traceront pourtant des frontières. Sans presque rien connaître des richesses qu'elle recèle, l'Afrique fascine. Et en premier lieu, le baron de Courcelles. C'est lui qui a convaincu Jules Ferry, le président du Conseil, de se lancer dans l'aventure coloniale. Face à lui, Sir Édouard Mallette, dont le rôle a été décisif dans la conquête de l'Égypte par l'Angleterre 2 ans plus tôt, aux dépens de la France. Monsieur le représentant du Portugal veut bien prendre sa place. Sir Édouard Mallette, pour le Royaume-Uni. Le Portugal et l'Angleterre s'étaient entendus pour prélever des taxes à l'embouchure du fleuve Congo, sans l'accord des autres puissances. Ce fut le prétexte saisi par l'Allemagne et la France pour organiser la conférence. Son Altesse Sérénissime, le prince de Bismarck, chancelier de l'Empire d'Allemagne. Les archives diplomatiques révèlent les transcriptions des paroles échangées dans un français parfait. Elles permettent de reconstituer les moments clés de la conférence. La séance inaugurale est présidée par le chancelier Bismarck. Derrière son air bon enfant, l'homme le plus puissant du monde. C'est lui le vainqueur de la guerre de 70 qui a amputé la France de l'Alsace et de la Lorraine. C'est lui qui a fondé l'Allemagne moderne. Je tiens en premier lieu à partager avec vous la satisfaction de voir cette réunion se tenir. Tous nos gouvernants partagent le désir d'associer les indigènes d'Afrique à la civilisation, en ouvrant l'intérieur de ce continent au commerce et à l'instruction, et en préparant la suppression définitive de l'esclavage. L'intérêt dont nos nations témoignent ici offre une garantie de succès à nos travaux pour développer les relations commerciales avec l'Afrique et servir en même temps la cause de la paix et de l'humanité. La conférence voulait écrire une page glorieuse de l'histoire. Elle en a écrit une des pages les plus sombres. Les diplomates apparaissent démunis face aux enjeux qu'ils affrontent. Preuve que la colonisation n'a pas été pensée. La mentalité de Berlin, c'est de dire on va vous faire du bien malgré vous, en dépit de tout. On veut votre bien, on va vous faire du bien, que vous le vouliez ou non. Et surtout, soyez reconnaissants. Alors vous imaginez la dose de bonne conscience qu'il y a dans le projet de Berlin. La ruée sur l'Afrique est une tentative par les grandes puissances européennes de s'emparer du maximum de territoire possible sur ce continent pour empêcher les autres pays européens d'en faire autant et les devancer. On espérait trouver de nouvelles matières premières et créer de nouveaux débouchés, mais ce n'était pas le plus important. Il s'agissait avant tout de garantir le contrôle de grands territoires à long terme pour le XXIe siècle. Les États-Unis étaient grands, la Russie était grande, et ensuite venaient les États européens qui voulaient eux aussi contrôler d'immenses territoires. Mais tout cela n'avait pas été suffisamment réfléchi. La conférence de Berlin, au fond, détermine un élément tout à fait neuf dans la conquête de l'Afrique par les Européens, c'est qu'elle ouvre la porte du cœur du continent au commerce européen
et détermine un espace qui est accessible à tous. C'est la première fois que la totalité d'un continent de 30 millions de kilomètres carrés est découpée par les Européens, entre eux, sans même demander leur avis aux Africains. Voilà, nous avons suivi. Voilà le grand carnage qu'ils font en Afrique. Maintenant, nous allons suivre quelque chose d'intéressant, hein? Très important. Hein? Nous sommes là pour réveiller les consciences endormies. Hein? Parce que la conférence de Berlin a fait immensément de mal. Hein? Ah oui. Mais nous allons suivre d'abord aussi un truc pour voir, parce que là, c'est l'origine aussi du problème. Quelqu'un qui nous appelle de Paris, il m'a donné son prénom, permettez-moi, dans le cadre d'une émission afro-panafricaine, je me refuse de prononcer les prénoms étrangers. Donc, je lui donne la parole sans pour autant dire qui il est. Il se présentera et je souhaite qu'il se présente dans son patronyme africain. Ok, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est le pasteur Koupa. J'appelle depuis Paris et je salue tous les familles. Merci. Okay. En fait, je voulais juste préciser quelque chose, parce que j'ai l'impression qu'on confond religion et croyance divine. Parce que je vous rappelle simplement un fait, c'est que la religion est là pour nous diviser, les religions sont là pour nous diviser. Et en fait, on applique la stratégie diviser pour mieux régner. C'est le but de la religion. Et quand je regarde tous les points communs de la religion, toutes les religions ont un point commun, c'est aime ton prochain comme toi-même. Tu croiras en Dieu de Père Tout-Puissant. Ça, c'est les deux grandes idées qui ressortent de toutes les religions. Alors, quand vous dites la religion chrétienne, par exemple, quelqu'un l'a dit, je me rappelle plus très bien, est venu coloniser l'Afrique. Il ne faut pas confondre. Quand quelqu'un reçoit un savoir, il en fait ce qu'il veut. Même chez les Mbombo au Cameroun, par exemple, ou bien chez les magiciens, quand vous donnez un savoir à quelqu'un, il en fait ce qu'il veut. Ça dépend donc du contenant, c'est-à-dire que de celui qui possède ce pouvoir-là, il fait ce qu'il veut avec. Donc, il ne faut pas confondre. Ceux qui sont venus coloniser l'Afrique à travers la Bible ne représentent pas Dieu. Ils ne sont pas venus au nom de Dieu. Ils sont venus en leur nom. Ils ont utilisé le pouvoir qu'ils avaient acquis pour venir. Donc, en fait, ils ont abusé de leur position. Donc, il ne faut pas qu'on entraîne la masse dans cette confusion-là. Donc, vous êtes assez éclairé pour pouvoir justement faire la part des choses, enseigner qu'il y a un seul Dieu qui prône l'amour du prochain. Et maintenant, que ce soit un bouddhiste, un magicien, si c'est quelqu'un de bon à la base, il va tirer profit de... Nous allons tout de suite vers Yaoundé, où M. Biboun Issac trépigne d'impatience, n'est-ce pas, et de réagir à ce qui vient d'être dit. Oui, en effet, je trépigne d'impatience, c'est peu de le dire. D'abord, je voudrais remercier les téléspectateurs qui nous accordent de leur temps. C'est une grâce et je les remercie pour ça. Je voudrais aussi faire remarquer, notamment à certains d'entre eux, que cette place prépondérante qu'on accorde à l'amour et qui vient justement des religions révélées, je ne partage pas cette place-là. Je ne partage pas le rôle qu'on attribue à l'amour. Parce que de nos jours, on parle par exemple de crimes passionnels. Vous avez des gens qui commettent des crimes, qui tuent celles qu'ils aiment, disent-ils, sous prétexte de l'amour. L'amour ne suffit pas. Et ça, c'est la leçon que les aïeux nous enseignent. Il y a un dualisme, il y a une complétude. On ne dissèque pas. On ne sépare pas l'amour de, par exemple, le besoin de solidarité. On peut être solidaire de quelqu'un qu'on n'aime pas.
on peut aimer quelqu'un dont on n'est pas solidaire. Alors si l'amour va sans la compassion, parce que les deux ne vont pas forcément de pair, il y a un problème. Et vous voyez que c'est là justement des déformations qui arrivent du fait des interprétations, on va dire, plus ou moins approximatives qui ont été faites de la religion ancestrale que nous, Kémites, avons enseignée au monde et qui, en voyageant dans le monde, est devenu le judaïsme, est devenu le christianisme et est devenu l'islam. Non, restons face à ce que nous sommes et observons notre réalité. Il a aussi été dit, par exemple, tout à l'heure que, en parlant de la religion, il y en a qui ont les leurs, du fait de leur phénotype racial, etc. Je voudrais simplement dire que, personnellement, je n'aurais aucun problème si le christianisme mettait à la tête des pays kémites, c'est-à-dire des pays noirs, des leaders à même de développer leur pays. Je n'aurais pas de problème si ces religions permettaient, par exemple, que, au lieu d'attendre du FMI des solutions miracles, nos leaders travaillent à trouver des solutions endogènes, originelles et originales. Mais vous voyez que ce que la religion apprend lorsqu'elle est importée, c'est quoi? Elle montre des saints qui sont tous blancs, pour le cas par exemple du christianisme, et donc après on est surpris que toutes les filles noires qui sont sublimes veulent décaper leur peau pour devenir blanches. Elles veulent avoir des cheveux frisés parce que ça rappelle les figurines des images soi-disant saintes qu'elles observent dans les églises. Vous avez donc vous avez des gens qui vont voyager au prix de leur vie et franchir l'océan parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont au paradis, parce que celui qu'on leur a présenté comme la porte d'entrée au paradis a les yeux bleus et il est blanc. Vous voyez que ça entraîne chez certains une renonciation de soi, un déni de soi. Et ça, c'est la plus grave de toutes les violences. Alors qu'une religion qui est l'éloge des ancêtres des autres réussisse à s'imposer, c'est un problème. Mais une religion qui à chacun fait l'éloge de ses ancêtres est la solution. Et c'est là où j'en profite pour dire que j'ai bien apprécié que tout à l'heure le frère Icor rappelle un certain nombre de choses concernant les Grégores. Quand il s'agit de la religion, c'est grâce à l'enjeu religieux que Toussaint Louverture a créé la première république noire de tous les temps. Il s'agit d'Haïti. C'est sur l'enjeu de la religion que les révolutions françaises, on ne le dit pas assez, se sont mises en branle et partout ailleurs. Et vous savez simplement parce qu'à l'époque, le savoir religieux, qui était un savoir ésotérique pour l'essentiel du volet qui attribuait le pouvoir, était détenu par ce qu'on appelait en Occident, par exemple, la noblesse. Et donc, la noblesse, sur la base de ce savoir qui était caché et réservé à un petit clan, matait le reste des populations. Et quand il y a eu la Renaissance, c'est-à-dire que les écrits sont sortis d'un domaine sectarisé pour rentrer dans le domaine, entre guillemets, public, vous avez donc certains bourgeois, certains marchands qui se sont enrichis de ces connaissances-là. Et donc vous avez quelqu'un qui a dit en Occident, oui, Vox Populi, Vox Dei, on est parti de le pouvoir vient de Dieu et le roi incarne le pouvoir. Ah, le pouvoir vient de Dieu, certes, mais il est émietté entre tous les hommes en parts égales. Ça, c'est Hobbes et Rousseau, notamment, qui l'ont dit. Mais c'est parti du débat religieux qui était né du fait que certains contestataires qui avaient développé ces choses contre lesquelles je mets en garde les véritables kémites, ces choses qu'on appelle la rose-croix, la franc-maçonnerie, c'est elles qui ont enseigné ces choses à ceux qui avant n'étaient pas initiés à cela. Et ça produit la Révolution française, ça produit la Révolution d'Angleterre, et un peu partout où la noblesse a dû céder sur ses privilèges et ses prérogatives. Quand nous parlons de religion, il s'agit ici de l'outil qui peut nous permettre de nous affranchir et de nous émanciper. Et cette question est au cœur du but que se fixe le panafricanisme et toutes les doctrines qui se greffent à lui. Précède M. Balotte, en quoi est-ce donc les religions importées deviennent ou sont véritablement un obstacle à la renaissance africaine? Ceci, est-ce parce que le statut du noir est
j'allais dire, méprisé, n'est-ce pas, dans le cas de ces religions, ou est-ce que ce sont les conséquences, parce que M. Libou a parlé des conséquences psychologiques, n'est-ce pas, de la déification des Européens et des Arabes qui est le problème? Oui, parce que si vous pratiquez une religion qui vous est étrangère, nécessairement, il se produit dans votre mental une nosologie qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est une maladie extrêmement grave, on ne s'en rend pas compte. Aux États-Unis, on fait des tests. On met des enfants blanches et des fillettes blanches et noires dans une même salle et on met sur la table des poupées blanches et noires. Et les enfants devaient choisir. Et les enfants noirs ont choisi les poupées blanches, les enfants blanches ont choisi les poupées blanches. On fait sortir les enfants blanches et on reste avec les enfants noirs. On leur demande de choisir et ils choisissent encore les poupées blanches. On dit bon, d'accord. On pose la question à un enfant, pourquoi est-ce que tu choisis la poupée blanche alors que tu es noir? L'enfant dit que parce que cette poupée, elle est belle. Et on pose une autre question, et toi, tu ressembles à quelle poupée? Et elle montre l'autre poupée qui était noire. Which doll is the black doll? This one. Which doll is the white doll? This one. Okay. Which doll is the good doll? This one. Which doll is the bad doll? This one. Okay. Which doll is the pretty doll? This one. Which doll is the ugly doll? This one. Okay, why is that one ugly? Because it's brown and it has red cheeks. So why is that ugly? It has red cheeks and it's brown. Which doll looks like you? Look at the last one. Okay. Which doll is a good doll? Which doll is a bad doll? Which doll is a pretty doll? Which doll is the ugly doll? Why is that one ugly? Huh? Why? You don't know why? It has big lips? Okay. Which doll do you want to play with? Okay. Which doll looks like you? Okay. Bon, vous allez prendre ça comme un jeu, mais c'était un test qui montrait le niveau de désagrégation de notre psychisme, où on est appelé à nous haïr dans notre être profond et à poser autrui, l'oppresseur, comme étant l'idéal à atteindre. Et vous voyez ce que ça cause sur le plan même physique, où les gens vont vouloir se décaper, c'est la répercussion de cela. Où les femmes sont obligées d'acheter des greffes à 100 000 francs CFA, c'est la répercussion. Parce qu'on pense que si on ne ressemble pas à autrui, on ne peut pas être soi-même. Tant qu'on n'a pas encore fait la tête comme ça, pour balancer les cheveux, on dit, on ne sait pas exprimer, on n'a pas exprimé ce qu'on a en soi. Vous voyez donc cela. Or, ça part tout simplement du fait que dans les littératures de ces religions-là, le noir est posé comme étant l'être maudit. Moi, cela ne m'étonne pas parce que dans tout processus de contact avec les Européens, ils sont d'abord partis par une admiration des civilisations que nous avons bâties. Par la suite, ils ont commencé à envier ces civilisations-là et la dernière étape, c'est qu'ils ont commencé à nous haïr. C'est au cours de cette dernière étape-là qu'ils ont commencé à produire des littératures comme quoi l'ancêtre biblique, Cam, aurait été maudit par un hypothétique ancêtre qui serait nommé. Je ne vous coupe pas, mais je vais vous redonner la parole. Les téléspectateurs voient bien sur l'antenne, n'est-ce pas, à l'antenne, comment des Africains se sont dépigmentés dans la perspective, n'est-ce pas, de changer, de sortir de ce qui est, on leur a appelé leur animalité. Vous voyez les jeunes filles qui sont à l'écran. Vous voyez la figure, la photo avant, et vous la voyez après. Vous voyez que ce phénomène-là ne s'arrête pas simplement aux hommes, simplement aux femmes, mais va jusqu'aux hommes. Il y a là une véritable déni, un véritable renoncement à sa propre personnalité. Et maintenant, on arrive à une situation. Monsieur Taillou, tel que nous sommes là, nous avons la peau la plus solide du monde, parce que cette peau a 25 couches de kératine. C'est la peau la plus solide du monde. Et elle nous permet dans notre environnement de résister à l'agression des rayons ultra-rouges et infraviolets du soleil. Alors imaginez-vous un seul instant que vous commencez à vous dépigmenter, nécessairement vous n'êtes plus à l'abri des cancers de la peau. Et tout ce que cela peut en résulter. Donc, il y a un sérieux problème psychologique et il faut comprendre que
on ne peut pas dissocier les comportements que nous avons aujourd'hui avec le facteur psychologique qui est conduit par la religion. Ce d'autant plus que dans l'étude de ce que Beck a appelé le dysfonctionnement cognito-comportemental, pour comprendre comment est-ce que quelqu'un peut être habillé et être fou, il faut comprendre que le comportement que nous avons parle nécessairement de nos croyances. Et Beck l'a montré en psychopathologie. Les croyances vont susciter en nous des émotions. Ces émotions vont susciter en nous des sensations. Et lesquelles sensations vont maintenant déterminer le type de comportement que nous aurons dans la société. Et maintenant, d'autres études encore, celle de S. Nakayo dans l'esprit des religions, cet anthropologue a montré que les différentes religions ont amené les hommes à poser des différents comportements et qu'on ne pourrait pas universaliser les comportements puisque ces comportements sont issus de la base religieuse. Vous comprenez cela? Donc nécessairement, pour comprendre le traumatisme qui passe là à l'écran, où quelqu'un a une peau noire et qui est extrêmement belle, et elle préfère être comme une poupée Lolita, et que c'est ça qui symbolise la beauté, il faut comprendre à quel niveau de désagrégation psychologique il peut se trouver. Là, effectivement, nous... Voilà. Let's suppose that you're writing a really important email to a colleague. Là, c'est la publicité d'abord. Donc, voilà. Nous avons vu. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, nous avons suivi. L'être humain noir renie sa peau noire. Il veut devenir blanc. Il met pas mal de produits. Or que la peau noire, c'est la meilleure peau. Cette peau, c'est la meilleure peau. Mais pourquoi ils veulent devenir des blancs? Le complexe. Voilà. Et donc, ce complexe, plus l'esclavagisme à l'époque de l'homme blanc barbare, il se dit que, oh, ils veulent ressembler à nous, ils veulent devenir des blancs comme nous. Oh, mais on va aller mieux les tabasser en Afrique, on va aller mieux voler les minéraux en Afrique, parce que l'Afrique c'est notre territoire. L'homme blanc barbare, il vous parle la paix, démocratie, mais est-ce qu'il connaît la paix et la démocratie? Est-ce que réellement la démocratie existe en Europe ou aux États-Unis? Je ne pense pas. Parce que si vraiment la démocratie existait, écoutez-moi mes chers amis, si vraiment ça existait, comment ça se fait qu'en Europe, il y a des gens qui dorment dehors dans les rues de France? Hein? Des blancs qui dorment dehors? Comment ça se fait? Si vraiment il y a la démocratie, si vraiment il y a le droit de l'homme, comment des gens dorment dehors? À Paris. Paris, parce qu'en Allemagne, moi j'ai fait l'Allemagne, hein, l'armée, j'ai jamais vu des gens dormir dehors en Allemagne. Les Allemands les mettent dans l'abri, dans des maisons. Mais pourquoi en France des gens dorment dehors? Pourquoi? Pourquoi? Il y a un problème. La France barbare, la France déteste les humains. Et ils se disent avec leurs amis belges et américains, et d'ailleurs toute l'Europe, qui peuvent aller faire des grands carnages au Congo RDC, exécuter des millions de vies, violenter les femmes sexuellement, parce que la femme, ils ont fait de cette femme une arme de guerre. Et ça ne s'arrête pas qu'en RDC. Hein. Les multinationales ont fait à ce que ça soit éparpillé dans toute l'Afrique. Là où il y a des dictateurs. Et là où il y a des dictateurs, ils violentent la femme sexuellement. Ils tuent des enfants. Ils prennent des enfants de force et les mettent dans des mines. Dans des mines du cobalt, du coltan, de diamants, de l'or et des restes des minerais. Et ils se disent après démocrates. Et ils appellent à soi-disant des gens qui ont fait des grandes études, qui ont appris la Molière, la langue de Molière, mais qui est une langue de barbare.
Ils appellent à tous ceux qui se disent, soi-disant, des intellectuels. Et ils les appellent, hein. Ils vont en Belgique, ils vont aux États-Unis, ils vont en Allemagne, ils vont s'agenouiller. Demander, donnez-nous le pouvoir. Nous voulons être présidents dans nos États. Ah bon? L'homme blanc, barbare, qui est allé chercher nos parents à l'époque, l'esclavagisme. Avons-nous oublié ce qu'ils ont fait? Est-ce que avons-nous oublié ce que l'homme blanc a fait? L'esclavagisme. Mais il faut que les gens essayent un peu de réfléchir. Mais pendant l'esclavagisme, qu'est-ce qui s'est passé? Des atrocités, mais aberrantes, des atrocités immensement graves. Mais est-ce que ils ont la tête? Ceux-là, soi-disant des intellectuels? Non. Ils ont perdu leur cerveau à l'intérieur de leur tête. Tellement ils ont trop appris. Ils sont devenus des plus idiots. Et pas mal d'entre eux se courbent. Ils deviennent des francs-maçons. Oui. Toi, le diplômé, papa était pauvre. Papa a tout fait d'aller soulever des sacs de ciment, d'aller soulever des casiers de bière et ouvrir un petit nganda, un petit bar, afin de t'envoyer à l'école. Tu as réussi. Tu es devenu docteur. Tu es devenu avocat. Mais tu as oublié que ton papa a fait un effort de t'aider. Ton papa était pauvre. Et pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Au lieu d'honorer le nom de ton père et de ta mère, tu vas te agenouiller pour devenir un franc-maçon. Mais qui devient un franc-maçon? Détruit l'Afrique. Qui devient un Illuminati? Amènera l'Afrique dans le carnage. Car ces deux sectes-là, ce sont ces deux sectes qui sont à l'origine plutôt, du carnage chez nous en Afrique. Les viols comme arme de guerre, les massacres que Hitler même n'a pas pu faire, hein, mais ils le font où? En RDC. Parce qu'en RDC, il y a plus de 20 à 30 millions de morts. Mais ils disent toujours 4 millions, 5 millions, 6 millions. Mais grandement faux. C'est 20 à 30 millions de morts. Parce que là où on tue chaque jour, est-ce que les morts peuvent toujours être à 4, 5, 6 millions? Mais arrêtez de nous prendre pour des cons. Hein? Nous avons fait aussi les bons de l'école. Quand on disait à l'école 5 plus 5 est égal à combien? On disait toujours 10. Mais est-ce que on dit 5 plus 5 est égal à 5? Non. Mais ils veulent maintenant faire croire aux gens. Les génocides au Congo RDC, c'est 5 millions à 6 millions. Grandement faux. On n'est pas des idiots. Est-ce que Rossi, Rossi, qui a été tué en RDC, est-ce que Rossi, ils diront que les morts au Congo RDC, c'est toujours 5 à 6 millions? Grandement faux. Est-ce que le papa de Rossi qui a été empoisonné, ils diront toujours que c'est 5 à 6 millions de morts? Mais ils se moquent de nous. Il est temps que le peuple congolais comprenne. Boma Bakolabo, Boma ba faux pasteur, Boma ba occupant. Oui, car les occupants, ils sont pleins en RDC. Il faut Boma Bango. Coûte que coûte. Boma ba faux pasteur, Batondi et Belé na kati à RDC. Faux pasteur est égal Hippolyte Kanambe. Ils font le service de Hippolyte Kanambe. Oui, écoutez-moi. Écoutez-moi. Hervé Yonsa, on n'est pas là pour rigoler. Au Congo RDC, on tue. Au Congo RDC, il y a pas mal de femmes qui sont violentées sexuellement. Des enfants qui sont pris et déposés dans les mines du cobalt et du coltan. On n'est pas là pour rigoler. Hein. Si tu as envie de rigoler, va t'asseoir devant le téléviseur
et allume la chaîne, mets une chaîne où ce que tu pourras regarder le théâtre, où tu mets Charlie Chaplin et mets-toi à rire. Mais ici, on n'est pas là pour rigoler. Voilà, le message est clair. Donc, ils ont pris le Congo RDC pour un endroit où ils peuvent commettre les crimes comme ils veulent. Et ils se disent qu'ils peuvent continuer. Qu'ils peuvent continuer à faire ce qu'ils veulent. Oui, ils aiment faire cela. Ils aiment. Hein? Il faut tuer les Congolais. Les Congolais, ils aiment le son du peuple congolais. Parce que grâce au Congo, il y a toute la technologie. Oui. Vous voyez les machines de boisson. Les machines de boisson dans chaque gare. En Europe ou aux États-Unis. Il y a le coltan et le cobalt à l'intérieur. Les micro-ondes. Il y a le coltan et le cobalt à l'intérieur. Les nouveaux styles de frigidaires congélateurs. Il y a le cobalt et le coltan dedans. C'est partout. Dans tout ce que nous utilisons. Hein? Mais les peuples africains, les peuples européens doivent ouvrir leur conscience et pointer de doigt les multinationales pour leur dire arrêtez de faire ce que vous faites. Et ces multinationales méritent d'être à la CPI. Mais pourquoi ils ne sont pas à la CPI? Parce que ceux qui sont à la CPI, c'est leurs parents. C'est leurs parents. Ce sont des barbares. Les juges que vous voyez à la CPI, c'est des barbares. Oui, des barbares. C'est leurs parents. Et ce sont les mêmes qui ont amené le système de l'apartheid en Afrique du Sud. Et croyez-vous que l'apartheid a été vraiment fini en Afrique? Non. L'apartheid a été aboli en Afrique du Sud, mais elle continue toujours dans d'autres États en Afrique. Oui, la vérité doit être dite. La vérité doit être dite. Est-ce que moi, le tiers africain, je suis là pour rigoler? Est-ce que je suis là pour rigoler avec l'homme blanc? Non. L'homme blanc, il faut lui dire la vérité. Hein? Il faut lui dire la vérité. Bonjour à tous ceux qui viennent de rentrer dans le direct. Que Dieu vous bénisse et nous sortirons du carnage impitoyable de l'homme blanc. Oui. Il est temps que l'Africain puisse prendre conscience. Il est temps que l'Africain et jeune fille africaine ne soit plus complexée de l'homme blanc. Ne soit plus complexée de la jeune fille blanche. Parce que toi, la jeune fille noire, vivons en Europe, vivons aux États-Unis, tu es mieux que l'être blanc ou blanche. Il est temps que l'Africaine, jeune africaine, se dise en Europe, aux États-Unis et ailleurs, je suis la descendance de Kimpavita. Oui, parce que Kimpavita, c'était une belle femme. Elle ne mettait pas les rouges à lèvres, hein, elle ne mettait pas les crayons. Mais Kimpavita, beauté de beauté. La femme africaine, même si elle ne met pas le rouge à lèvres, elle restera toujours belle. Hein? Voilà. Donc, peuple africain et peuple africain. Les multinationales ont fait du peuple africain leur poulet à envoyer à l'abattoir. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que les crimes du barbare Léopold II n'étaient pas condamnés. Donc ils peuvent continuer à faire des crimes d'atrocité. Et voilà pourquoi ils le font en RDC. Oui, ça c'est bien dit, mon parent. Il faut déprogrammer le contrôle mental. Vraiment. Ça c'est bien dit. Donc, les gens doivent sortir de l'imbécilité. Mais est-ce que les gens sont prêts de sortir de l'imbécilité? Hein? Nous, on est là pour réveiller les consciences. On est là pour réveiller les consciences. On est là pour que les Africains ne soient plus bêtes,
mais que l'Africain puisse dire « Je suis africaine. Mes ancêtres étaient pris en Afrique. On les avait amenés un seul chemin. Et aujourd'hui, je dois me défendre. » C'est ce que l'Africain doit mettre dans leur tête. Nous allons repartir maintenant pour voir. Parce que c'est très très important. Hein? Nous allons écouter quelqu'un de très 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 grandiose. Il avait bien dit des choses. Hein? Nous allons l'écouter. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Voilà, le capitaine Thomas Sankara a dit seul que la lutte qui libère. Donc, peuple congolais, pour avoir sa liberté réelle, il faut être debout. Hein? Soulèvement populaire. Il n'y a que ça qui pourra vous faire sortir du gouffre. Le gouffre de la mort. Oui, nous allons écouter, suivre. On va repartir. Très très important. Voilà les multinationales tuent en RDC pour les voitures de course. Anything can happen. You got to be there, be ready, and make sure that you can deliver. All the dedication, all the effort, all the year is about Le Mans. Le Mans is a very long week. It's a long track, heartbreaking, very demanding. When you're sat in the car, the national anthem, all these things playing, and you're ready. The most critical part is managing the traffic. You can pass 6, 7, 10 cars per lap sometimes. You need to be everything, confident, you have to look the timing, to do 24 without trouble. It's really something hard. Pit stops are quicker because you can do the tyres and fuel at the same time now. Michelin provide us with great tyres, different sets of slick tyres that we use, different compounds. Sometimes we do triple stints. Maybe this year we do 4 stints in the same tyre, which is amazing. Engineers, mechanics, they're as motivated as the drivers. They want to win as bad as us. In the midnight it's completely something different. It's more emotional. Vision is obviously limited compared to the day. It's not another race, but it's like another section of the race. Everyone says that you win Le Mans in the night. It's always nice when you come back into the daylight. You feel like you've broken the back of the race. But then you soon realise that you've got like another 7 hours to go. Already quite tired. So you need to fight yourself. It's a survival part of the race. The traffic spreads out a bit more. You need to try to be as quick as possible. Le Mans is one of the very nicest circuit when you're driving. Very cool race. We experienced that as a team. Haven't won it yet, but come close. That's why we're still here, coming back, trying to win it. Voilà, multinational Michelin. Michelin tue immensement en RDC. Oui, car Michelin
Michelin, ses amis multinationales et lui vont au Congo RDC payer les minéraux très moins chers, qui permet à ce qu'ils aient les courses des voitures. Viens, viens, viens. Ils aiment cela et s'amusent la galerie. Les multinationales sont très fiers. Je vais lire là, il dit, les Africains vont attendre longtemps s'ils souhaitent que la démocratie européenne les affranchisse. Du gouffre, l'esprit des Africains doit être vif. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il ne faut rien attendre de la communauté européenne, ni des Américains. Excusez-moi. La libération de l'Afrique viendra que du peuple africain. Elle ne viendra pas de cette communauté soi-disant internationale. Mais non! Donc vous avez Michelin, multinational. Il commet des abominations en RDC pour avoir des voitures qui accélèrent dans des vitesses vive allure. Et le goudron qu'ils ont. Mais c'est avec le pétrole volé au Gabon, le pétrole volé au Congo-Brazzaville, le pétrole volé en RDC, le pétrole volé au Cameroun, partout dans l'Afrique où il y a le pétrole. Et Michelin, ils sont contents. Viens, viens, les voitures de course. Et il y a des Africains quand il y a Michelin. Ils sont devant les téléviseurs pour regarder le théâtre des voitures de course. Et Michelin tue immensement au Congo RDC. La vérité doit être dite. Toutes vérités ne sont pas des crimes. Alors les multinationales, c'est le tiers africain. Le tiers africain qui vous pointe de doigt parce que vous tuez immensement. En RDC, vous tuez. Congo-Brazzaville, vous tuez. Au Cameroun, vous tuez. Au Gabon, vous tuez. En RDC, des crimes d'atrocités terribles, vous tuez. Au Togo, vous tuez. Au Tchad, vous tuez. En Centrafrique, vous tuez. Mais dans toute l'Afrique, ça va mal, communauté internationale. Ça fait mal. Nous allons lire ce que le parent dit. Le commerce européen n'a pas d'amis, mais des intérêts d'extraction des minéraux. Voilà. Ça, c'est une vérité. Merci. Ça, c'est la vérité. Nous avons besoin que les choses changent. L'Afrique a besoin de décoller. L'Afrique n'a pas besoin toujours d'être en arrière. Mais est-ce que les Africains veulent du changement? Est-ce que les Africains veulent du changement? Je crois oui. Parce que les Africains ont trop souffert. Et les Africaines. Trop. Nous allons suivre quelque chose d'important. Parce que c'est bien. Vous voyez le direct que je fais. C'est pour conscientiser les gens. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je suis là pour ouvrir les esprits endormis. Montrer qui est le malheur chez nous en Afrique. Nous allons suivre quelque chose de très intéressant. Est-ce que vous voyez? On va suivre. Ça fait immensement mal.
Stephen Smith, journaliste, écrivain, enseignant, spécialiste de l'Afrique. Vous publiez demain La ruée vers l'Europe chez Grasset, un livre saisissant. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. D'abord, je voudrais juste qu'on regarde ensemble ces chiffres sur lesquels vous appuyez, qui sont dans votre livre. L'Union européenne aujourd'hui, c'est 510 millions d'habitants. En Afrique, 1,25 milliard. En 2050, l'Europe, elle, sera 450 millions et 2,5 milliards d'habitants en Afrique. Et autre chose, actuellement, plus de 40% de la population africaine a moins de 15 ans. Et je vous cite, la jeune Afrique va se ruer sur le vieux continent. Cela est inscrit dans l'ordre des choses. Écrivez-vous, le développement économique, l'éducation sur place en Afrique, c'est impossible, ça ne marche pas. Ça marche, mais il y a la loi des grands nombres, c'est-à-dire vous créez des hôpitaux, des rues, des écoles, mais vous les créez pour la population qui est là, et tous les 15 ans, il y a moitié plus. Quand moi je suis né, il y a 60 ans, il y avait 300 millions d'Africains. Abidjan comptait 180 000 habitants. Aujourd'hui, vous l'avez cité, il y a 1,3 milliard. En 2050, il y aura 2,5 milliards. Et il y a à Abidjan aujourd'hui 4 millions de personnes. Donc là, vous ne pouvez pas tenir ce rythme. Vous pointez notamment aussi du doigt ce qu'on appelle le co-développement, c'est-à-dire ces aides des pays occidentaux en Afrique. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire ça fonctionne parfois, encore que ceux qui sont sortis de la pauvreté, notamment les Chinois, n'ont pas été aidés. Donc c'est pas l'aide au développement qui a créé le développement. Mais le problème, c'est que quand vous aidez, dans un premier temps, vous créez un horizon qui est plus large. Les gens commencent à penser qu'ils peuvent bouger, puisqu'ils ont aussi les moyens. Il faut réunir plusieurs milliers d'euros pour entreprendre ce voyage. Et donc ce ne sont pas les plus pauvres, les plus désespérés qui partent, mais ceux qui commencent à sortir la tête de l'eau. Et c'est donc cet effet de seuil qui fait que dans un premier temps, l'aide aide les gens à partir. Vous dites aussi que le phénomène va évidemment être bouleversé par les changements climatiques, ce que vous appelez le stress écologique. Ça va accélérer le phénomène? Oui, sans doute, mais c'est difficile à chiffrer. Donc là, on est un peu dans le vague parce qu'on ne sait pas exactement avec la montée des eaux combien de personnes vont être affectées. Dans un premier temps, c'est véritablement la prospérité, le seuil de prospérité. Et l'Afrique n'est pas une exception. Lorsque l'Europe a achevé sa transition démographique, on passe des grandes familles avec des vies courtes à des petites familles avec des vies longues. C'est là où l'Afrique se trouve aujourd'hui. Lorsque c'était le cas de l'Europe, 60 millions d'Européens sont partis, dont plus de 40 millions aux États-Unis. C'était au début du XXe siècle. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel. Le Mexique a fait la même chose à l'égard des États-Unis. Maintenant, le Mexique a atteint un niveau de prospérité où les Mexicains restaient chez eux. Mais pendant 30 ans, il y a des Mexicains qui sont venus. Aujourd'hui, il y a 10% de la population américaine qui est mexicano-américain. Alors, justement, cette ruée vers l'Europe divise beaucoup en Europe. Pour l'instant, il n'y a pas une position unique, une voie unique en Europe pour l'accueil des migrants. Est-ce qu'elle arrivera, selon vous, l'Europe à avoir une position unique? C'est difficile à dire. Regardez le cas de l'Allemagne, dont on dit l'Allemagne est accueillante. Oui, en 2015, 1 million de personnes sont arrivées en Allemagne. En 2016, les tribunaux allemands ont décidé que 91% de ces personnes devaient être déboutées. Donc vous les laissez entrer et par la suite, vous ne reconnaissez pas le droit d'asile et soit ils restent dans la nature ou on les remet en Italie, le premier pays d'entrée. Donc c'est très désordonné. Pour l'instant, il n'y a certainement pas une parade et on essaie tous les moyens. L'Europe forteresse, le secours, on parle de dignité, mais la dignité pour que ces bras et cerveaux qui arrivent, qui ne sont pas seulement des bras et des cerveaux, vivent dignement, il faut beaucoup de moyens. Justement, rapidement, sur la France, un mot sur la politique d'Emmanuel Macron, entre ses discours qu'il tient en Afrique et sa future loi asile-immigration. Est-ce que sa position vous paraît cohérente? Je ne vis pas en France, mais ce que je vois et les déclarations du président me paraissent extrêmement cohérentes, c'est-à-dire réalistes. Il faut une politique. Une politique veut dire faire du tri. Une frontière est là pour que la barrière se lève et se baisse. Et on ne peut pas dire il faut être sympathique, on peut tout faire en même temps quand on n'a pas les moyens. Il faut aussi penser que ces personnes doivent pouvoir s'épanouir ici et que les gens qui les accueillent doivent aussi pouvoir s'épanouir. Merci beaucoup Stephen Smith d'être passé sur le plateau de... Voilà, nous avons suivi. Donc, ce qui se passe, il y a des atrocités terribles. Mais les atrocités là, est-ce qu'elles sont venues d'elles-mêmes? Non. Les multinationales, comme le baron a su le dire, le commerce européen n'a pas d'amis.
mais des intérêts d'extraction des minéraux. Et c'est ce qui se passe. Les minéraux, ils aiment bien les minéraux. Nous allons voir quelque chose d'intéressant. Parce que Michelin multinational et toute sa bande de criminels multinationales assassinent le peuple Congo, le peuple Bantou, le peuple Bantou. C'est incroyable. Years from now, I suspect every car on the road will be electric. Richard Branson, the Playboy billionaire. Voilà, nous allons suivre. 15 years from now, I suspect every car on the road will be electric. Richard Branson, the Playboy billionaire, Warren Buffett, the world's #1 investor, Larry Page, founder of Google, and PayPal co-founder Elon Musk are all heavily involved in the electric car business. It's not only these mega billionaires who are making big bets on the future of a carbon-free, gasoline-less world. The car industry and the investment community are also pushing this trajectory hard. BMW, Volkswagen, and Mercedes-Benz are setting the tone for a new wave of plug-in electric vehicles. Nissan, General Motors, and Toyota have been phasing out their top-selling plug-ins as they make room for redesigned models. Ford is a powerhouse electric car manufacturer, as well as Renault. Tesla's market cap has just surpassed that of General Motors. Tesla is not making profits, yet the world is banking on this newly launched company more than on the brand recognition, reputation, knowledge, network, and experience of the almighty General Motors company. Why? It's due to the fact that Elon Musk is considered a visionary, a man that is going to change how we drive and how clean our world is when it is emission-free. Why do we even call it the Gigafactory? It's because it's actually going to be, it's not just going to be the biggest lithium-ion battery factory in the world, but it'll actually be bigger than the sum of all lithium-ion factories in the world. So if you add up all the lithium-ion factories in China, Korea, Japan, elsewhere in the world, and you sum them all up, and all of their production capability last year, the Gigafactory is actually bigger than that. Gasoline-powered cars are going to face political headwinds as well as consumer protest. The world is urbanizing, and with billions of people living in urban centers, it is certain that pollution will be one of the hottest and most talked about political themes of the coming 2 decades. But there's a huge problem facing all manufacturers. It's the type of bottleneck issue no one in the industry wants to see coming to fruition, and one that no one wants to address openly. Lithium-ion batteries power electric cars. These batteries are made with lithium, which the world has sufficient amount of, but it is also made with cobalt. In fact, there are more kilos of cobalt than lithium in these batteries, so the proper name for them should be cobalt-powered batteries. Cobalt is not only critical for the existence of the electric car market, it's also a deal breaker for smartphones which depend on it. Not only does cobalt go into every iPhone, it is one of the only minerals suitable for super alloys, which are required for things such as turbines, power plants, space vehicles, and rocket engines. The problem is in the origin of the cobalt ore, the actual place in the ground of our planet from which this mineral is being dug out of is in the Republic of the Congo, and I hate to say it, but the people mining it and making our lives in the Western world cleaner, better, and helping us save our planet aren't really people. At least they're not being treated as such. These are children, and the mines the cobalt is sourced from are called blood mines. There are thousands, not tens, not hundreds, but thousands of unmonitored, unregulated mines in the DRC. These mines are packed with modern-day slaves,
working 12-hour shifts in the scorching heat, and by the end of the day, they've earned the equivalent of $1. It's one of the poorest nations in the world, but it's rich with minerals. And though the natives thought they have triumphed the European colonial days of exploitation, it looks like nothing has changed. Much of the work is done manually with primitive tools and hazardous conditions. No matter what the weather conditions are, the race for cobalt continues around the clock. It's an army of children at the heart of the cobalt industry, and the laptop you're watching this on, the smartphone you'll be sharing this with, and the electric car you were anticipating to purchase will all have the sweat and tears of these children. Now, the tunnels in these mines collapse often, but there is no safety equipment, and the cobalt is sorted from the dirt by hand, making the children breathe in the fumes without any masks or gloves, which causes lung problems. Multinational corporations, of course, are denying these allegations, claiming they can't trace the source of the ore because there are too many middlemen. But I can tell you that's just public relations talk and lawyers drafting notes to speakers so they can preserve the image of a friendly company, all while the billions they earn are on the backs of innocent 8-year-old children that were simply born in the wrong country at the wrong time. Let's recap this business model. Western and Chinese companies go into poor villages, negotiate with heads of their community by offering a fat bribe, and the riches of the ground are exported to our laptops, smartphones, and electric cars, while the people finding them for us remain poor, often not eating for over 20 hours, their village polluted by the mine, their water system contaminated with toxic minerals, and they are left with nothing to show for all their hard work. No roads are built, no schools are constructed, no hospitals are donated. The miners get their bottom line profits and decimate the locals' way of life. The Congo can be as rich as Saudi Arabia, yet babies are dying of malaria daily because entire villages are being moved to clear the way for mining, and the new locations sit on contaminated land. Experts that I've spoken with say that 30 to 60% of Congo's cobalt is in these blood mines, but that there are legitimate projects as well. In fact, more and more companies are realizing the unsustainability of blood mining and child labor and are positioning themselves as clean players in the market. This is setting the example, and when international organizations pound the legal table on these illicit miners, the legitimate companies are said to benefit immensely from being ethical. Elon Musk has pledged that his cobalt will come from North American sources, yet there are 0 active producers at the moment. A number of companies are staking ground right now and moving forward with drilling programs in order to become America's premier cobalt miners and supply honest minerals to the gigafactory of Tesla and to many companies such as HP, Microsoft, Apple, Mitsubishi, and Samsung who rely on cobalt supply. I have no desire to keep what I've learned about this terrible situation to myself, and as an investor and founder of Wealth Research Group, I look at this situation with practical eyes, not just with idealistic ones. While I wish the world will see our point of view and change today, I know it doesn't happen that way. So to make sure this behavior and these practices against children, mothers, fathers, and human beings as a whole, people like us, start to end today, we've put together an actual business and political course of action to impact business leaders such as Elon Musk and Tim Cook, CEO of Apple, to join the cause and expedite change on one hand, and on political leaders such as President Trump and U.S. Secretary General Ban Ki-moon to enforce regulations on multinational companies. These people could have been you and I. It is sheer luck that placed us in the Western world at birth and not in Africa, but we can use our status and our wallets, portfolios, and voting power to influence change and bring on prosperity. First, as people with social media accounts, we can make sure that all people know about this grave injustice and medieval-type working conditions being enforced inhumanly upon starving children. This will get the public awareness going, and people will begin researching, but we don't want to just leave it at that. People tend to forget the burning issues of today because they have their own lives to focus on. So secondly, we use our power to pressure leaders. We force political and business change. On the screen and in the description below the video, you'll find
find the Twitter handles of Elon Musk, Tim Cook, Richard Branson, Tesla, Apple, President Trump, and Congo ambassador. And in this exclusive report, we prepared 2 versions of template text to copy and paste to send to them at wealthresearchgroup.com/stop child labor. That's wealthresearchgroup.com/stop child labor. Our hope is that with enough legitimate viral firepower, the message that we send to these decision makers is that we will not condone blood cobalt in our everyday products. It's not worth the price of knowing that thousands of children are hurt, get sick, and die so we can send a text or watch a movie online. The third step is one that I'm taking personally.